l'expression bizarre d'agroécologie, c'est le faux-nez d'une véritable obsession pour la destruction de notre puissance agricole qui serait remplacée par la possibilité donnée aux bobos d'aller faire leurs courses à la ferme dans le cadre des circuits courts. Et pendant qu'on y est, on pourrait toucher le béret et on aurait même le droit, pour chaque produit acheté, de faire une photo. Ce n'est pas les agriculteurs pour moi, ce n'est pas une espèce en voie de disparition, et ce ne sont pas des cantonniers. Je précise avoir le plus grand respect pour les cantonniers. Les agriculteurs sont des entrepreneurs. Chers auditeurs, vous êtes sur Fréquence Orage d'Acier, l'émission web de la Révolution conservatrice, pour une 23e édition consacrée aux dangers de l'écologie. Donc après les émissions consacrées à l'écologie, on va voir un peu les limites et les dangers. Vous venez d'entendre Nicolas Sarkozy, ancien chef d'État, sur l'agroécologie. Donc vous pensez bien que ce n'est pas notre position. Voilà, donc je suis avec Monsieur K aujourd'hui, qui a peut-être un mot à dire sur Sarkozy avant qu'on attaque le thème de l'émission. Oui, j'ai pensé utile de mettre ce petit bobino sonore reproduisant cette vidéo où on voit l'ancien président de la République finalement faire un retour à 180 degrés sur ses opinions d'il y a quelques années lorsqu'il était président de la République et qu'il présidait d'une certaine façon aux destinées du Grenelle de l'environnement, où des concessions très importantes avaient été faites, au moins sur le plan cosmétique, aux lobbies réchauffistes, bobos, pseudo-écologiques, parce que ça constituait évidemment à l'époque des réserves de voix. Dans cette vidéo, il s'en prend très violemment aux logiques qui croisent dans la population, à des craintes, des envies aussi, l'expression de besoins des populations à l'égard de certaines pratiques qui ne sont pas nouvelles en réalité, qui sont simplement une aspiration à un retour à un équilibre dans la production et la consommation des biens, en particulier des biens agricoles. Je m'attacherai en particulier à la critique qu'il fait de ce qu'il appelle l'agroécologie, qu'il accuse d'être finalement la mise en musée du secteur agricole français. Évidemment, on ne souhaite pas faire de la France un parc ethnographique, on ne souhaite pas faire de la France un écomusée agricole, on ne veut pas non plus que la France devienne ce que l'oligarchie lui réserve comme destinée depuis quelques décennies maintenant, une espèce de Disneyland des fromages, des jambons, des produits de qualité, avec tout ça, je dirais, dans l'écrin d'un paysage préservé ou reconstitué pour faire de la France justement cette destination touristique, en particulier à destination des élites et de l'oligarchie mondiale. Non, nous ne souhaitons pas cela. Donc à ce sujet, nous pouvons nous sentir un certain accord avec le sentiment, je dirais, de la population qui a le cœur à droite, qui voit dans l'écologie quand même souvent des excès, des impasses et un certain irréalisme et surtout des logiques très idéologiques. En revanche, la critique de fond qui est faite là fait écho aux propos de Luc Châtel récemment, qui a dit qu'il fallait faire des Républicains, donc le nouveau nom de l'UMP, le parti des OGM et du gaz de schiste. Et c'est cette logique-là, finalement, qui préside à ce propos, qui est, en gros, de faire des Républicains le parti de l'avenir, un peu à la manière dont la gauche a été le parti du progrès, le parti du mouvement, pendant un siècle et demi, depuis, disons, le milieu du XIXe siècle. La droite, finalement, entre guillemets, droite d'affaires, affaires sans guillemets, elle se propose de reprendre ce flambeau du progressisme, de la technologie, de la techno-industrie, afin de refaire, comme ça a été le cas pendant les 30 glorieuses, les tragiques 30 glorieuses, de refaire de l'agriculture, finalement, le lieu d'expansion de l'idéologie du progrès. Nous ne pouvons pas nous satisfaire du tout de ces prises de position. Nous prenons un contre-pied radical à ce sujet depuis des années maintenant que nous travaillons sur les questions environnementales et écologiques. Et évidemment, je ne veux pas commenter ici l'actualité des Verts, qui, avec le ralliement des derniers chefs-faillons et des cheftaines de ce parti ridicule maintenant de presque 30 ans, qui se sont donc ralliés au gouvernement et à la ligne du gouvernement Valls sous la présidence de François Hollande,
avec, je dirais, une trahison totale de leurs convictions très fragiles et par ailleurs idiotes concernant à la fois les migrants, la question de la déchéance de la nationalité et autres fadaises de cet ordre. On voit bien dans quelle logique se place Sarkozy quand il assimile les agriculteurs à des entrepreneurs. C'est-à-dire que pour lui, le travail ne peut être que de faire du fric et une gestion managériale, même de la terre. Voilà, c'est ce qu'on voit dans l'agriculture moderne, le paysan qui est dans son tracteur totalement informatisé et il gère sa terre avec différents intrants chimiques, tous plus dégueulasses les uns que les autres et qui nécessitent des correctifs justement. Oui, c'est très certain. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, Julien, à l'exception du mot paysan. Parce que justement, par définition, cette agriculture, depuis, on va dire, la dictature qui s'est emparée du monde paysan au sortir de la Première Guerre mondiale, les paysans ont quitté progressivement cette qualité pour devenir de plus en plus des agriculteurs et des entrepreneurs en agriculture, et plus exactement des industriels de l'agroalimentaire. Ils sont devenus l'appendice de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution, situation qui aujourd'hui arrive à son terme du fait des contradictions insolubles, irrésolues de ce système qui relève en fait des logiques capitalistes, tout simplement, et d'une vision aussi de la nature qui la considère comme un stock. D'ailleurs, point de vue et vision philosophique de la nature qu'il partage avec les écologistes. Les entrepreneurs agricoles qu'encourage Nicolas Sarkozy et qu'il veut protéger contre les bobos des centres-villes qui viendraient leur toucher le béret, selon les mots même de cette vidéo récente, eh bien, ces agriculteurs qu'il veut protéger, ces entrepreneurs qu'il veut encourager, partagent avec les environnementalistes délirants d'Europe Écologie Les Verts, mais aussi autour de Brice Lalonde et tout l'essentiel en fait du mouvement écologiste organisé en France et en Europe, on voit la nature comme un stock de ressources, soit à exploiter pour les uns, soit à préserver pour les autres. Mais on voit bien que c'est les deux faces finalement de la même pièce, un petit peu à la manière dont le libéralisme et le socialisme finalement partagent les mêmes fondements philosophiques. Et il est peut-être temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet sur les limites de l'écologie. Alors on peut en dessiner plusieurs. Monsieur K. Oui, alors des limites, plus que des limites encore, on peut parler de véritables dangers, de dangers mortels qui pèsent sur cette préoccupation tout à fait légitime et absolument nécessaire, je dirais même pour la survie de l'espèce, pour la survie de la nation. Cette préoccupation légitime et pas seulement ne rencontre pas seulement des limites qu'il s'agirait de dessiner, de tracer pendant cette émission, je crois qu'il s'agit aussi de dénoncer de véritables périls dans lesquels cette logique peut nous emmener et qui sont malheureusement fort nombreux, en dépit, encore une fois, je le répète, de la légitimité tout à fait fondamentale du combat pour l'écologie, c'est-à-dire pour la préservation de notre environnement naturel. Alors je vais vous en donner quelques-uns comme ça en vrac, et puis nous essaierons de les passer en revue l'un après l'autre. Le premier danger qui pèse sur l'écologie, c'est une vision matérialiste. Le second, c'est le socialisme. Le troisième, c'est le mondialisme, avec l'idée tout à fait, là aussi, fallacieuse du réchauffisme, cette campagne mondiale qui a maintenant plusieurs décennies quant au réchauffement climatique et à la dangerosité du CO2, donc du dioxyde de carbone. Il y a aussi un certain moralisme, presque une religion civile qui s'impose, en particulier par l'école, j'y reviendrai. Il y a le systémisme, c'est-à-dire l'idée que tout se tient et que donc il faudrait mettre en place certaines solutions et pas d'autres. Et cette logique systémique tout à fait congruente avec l'économisme, avec le rationalisme qui sous-tend toutes ces analyses et qui là aussi constitue un grave péril pour l'écologie authentique que j'essaierai de détailler en fin d'émission. Il y a enfin des dangers plus spirituels, mais qui n'en sont pas moins réels et pas moins sérieux. Ce sont presque les plus importants, les plus graves. Il y a en particulier un certain panthéisme dans une certaine écologie, parfois même de droite, enfin, ou en tout cas classée à droite. Il y a un panthéisme diffus qui se répand par le biais d'une écologie travestie et tordue. Il y a le péril, je dirais, d'une écologie anti-humaine, anti-humaniste, qu'on trouve en particulier dans ce qu'on appelle la deep ecology et qui prend ses racines principalement dans le monde anglo-saxon et scandinave. Il y a le malthusianisme, bien sûr, le malthusianisme qui peut aller jusqu'à
l'expression d'un mouvement volontaire pour l'extinction de l'humanité. Nous y reviendrons. Il y a le danger d'une confluence de différents courants à l'intérieur de la Green Cross internationale qui est aujourd'hui présidée, je crois encore, par d'anciens socialistes. Je crois qu'aujourd'hui il est mort, Mikhail Gorbatchev, le dernier tyran rouge, le dernier tyran soviétique est mort, mais enfin il a présidé cette fondation pendant presque 30 ans, je crois. Donc voilà, le mouvement de la Green Cross internationale. Et enfin, le projet Gaïa, ce qu'on appelle le projet Gaïa, qui est cet écologisme radical qui en fait de la Terre l'acteur principal de ce mouvement écologique, le principal bénéficiaire de ce mouvement, où évidemment toutes les logiques humaines et divines, au sens noble du terme, sont tout à fait exclues, puisque la Terre est elle-même divinisée et, je dirais, mise en confrontation, en concurrence avec l'humanité. Voilà les principaux dangers, mais au cours de la discussion, on abordera aussi d'autres sujets plus actuels, comme par exemple la question de la décroissance et de son journal en France, donc qui s'appelle La Décroissance, le journal de la joie de vivre. La revue Limite aussi, et puis quelques personnalités à la fois anti-écologiques ou écologiques, qui elles aussi comportent quelques... non pas danger bien sûr, mais quelques ambiguïtés dans lesquelles il faudrait rentrer pour un peu plus de clarté sur ce sujet. Et puis évidemment on parlera un peu plus sérieusement du sujet du climato-scepticisme, puisque ça touche maintenant même les enfants des écoles. Pour vous donner un cas très personnel, ma fille est revenue me voir après une séance à l'école où nous avons discuté autour du poulet dominical, de ce qu'elle avait fait dans sa semaine, etc. Et nous en sommes venus à discuter de la question du climat, puisqu'on était en pleine COP 21. Et j'ai eu la joie d'apprendre que ma fille était elle aussi donc la victime de la propagande d'État sur le réchauffisme, propagande que moi j'ai vu commencer à se développer lorsque j'étais encore un tout jeune militant politique, à peine en éveil. Lorsque j'avais 14 ans, j'étais évidemment tenant de cette thèse. Et donc c'est une chose que j'ai vécue de l'intérieur et dont on pourra dire évidemment un mot plus important. Voilà, je crois qu'on terminera cette émission aussi par une sorte de synthèse de ce qu'il est possible de faire en matière d'écologie intégrale, d'écologie radicale, sans réformisme. J'ai donné une conférence il y a maintenant 10 ans de cela, au château de Lignières, devant des jeunes, dans une université d'été qui se tient tous les ans maintenant, presque depuis une quinzaine d'années. Qui ne se tient plus à Lignières d'ailleurs pour des raisons pratiques, parce que le prince Sixtin de Bourbon-Parme, qui nous faisait l'amabilité, la gentillesse, l'amitié de nous recevoir dans son château, a eu des problèmes personnels qui ne lui permettaient plus de nous recevoir. Mais enfin, ces universités de Lignières ont quand même donné lieu à un développement, à un moment donné, à des travaux. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, sur cette question écologique. Et j'ai donné à l'époque, je me souviens très bien, une conférence de 2 heures sur ce sujet particulier, qui d'ailleurs existe quelque part, je crois encore sur Internet, sur ce sujet des périls de l'écologie. Je répète que nous sommes des militants écologistes radicaux, nous sommes des écologistes convaincus. Cependant, nous ne pouvons pas nous engager dans ce combat sans souligner les dérives éventuelles, les contradictions et, je dirais aussi, les mouvements pseudo-écologiques qui, en fait, sont un leurre pour les militants, pour les populations. On ne peut pas faire l'économie, on ne peut pas simplement essayer d'additionner les forces, il faut quand même le faire sur la base d'une théorie à la fois cohérente et conséquente. Bien, donc émission un peu fournie. Donc on va commencer par le matérialisme. Et en fait, tout au long de cette émission, ça va nous permettre d'expliquer comment nous sommes écologistes, pourquoi nous sommes écologistes, sur quelle base. Voilà, donc ce sont ces bases-là qui nous permettent de critiquer une certaine écologie telle qu'on peut la voir aujourd'hui. Oui, alors d'abord, disons qu'un peu plus tard, nous ferons une émission complète sur l'écologie radicale et ce qu'il y a vraiment, là, principalement de richesse à tirer des écrits de nos aînés, de nos contemporains, dans d'autres sphères linguistiques aussi, la sphère anglaise, la sphère scandinave, la sphère en particulier américaine, où il y a beaucoup de choses très intéressantes, en particulier autour des mouvements agrariens américains. Le mouvement paysan d'entre-deux-guerres en Allemagne, l'écologie un peu déjà à l'époque de la gymnopédie d'entre-deux-guerres en Allemagne, elle aussi comporte des ambiguïtés, des risques, en particulier par exemple le naturisme qui vient se mêler à tout ça. Mais une émission entière sera consacrée aux sources de notre écologie, en tout cas là où nous pouvons trouver
des choses à prendre, on en prend et on en laisse, mais je dirais que cette émission sera moins axée sur une mise en garde, une alerte et la mise en lumière de contradictions que celle d'aujourd'hui. Voilà, pour dire un mot du matérialisme, je pense que c'est vraiment le premier risque de l'écologie, puisque l'écologie, en fait, c'est donc une préoccupation de la sauvegarde d'un patrimoine de type matériel, hein, puisqu'il s'agit de préserver les paysages, de préserver les équilibres de notre environnement naturel. Je ne parle pas ici d'écologie urbaine, hein, je parle vraiment d'écologie authentique, donc d'écologie qui touche principalement à la question de la ruralité, la question des espaces naturels en France, en Europe et dans le monde. Dans une logique là aussi, je dirais subsidiaire, hein, conformément à notre pensée fédéraliste, nous appliquons les mêmes recettes, je dirais, dans l'organisation territoriale de notre environnementalisme, de notre écologie. Comme on s'intéresse à un fait matériel, qui est ce patrimoine environnemental, le premier risque, évidemment, c'est d'oublier les aspects spirituels qui pourraient entrer en concurrence avec cette préoccupation légitime. Donc, premier péril, c'est finalement d'en faire l'alpha et l'oméga du combat politique. Un petit peu, si vous voulez, à la manière de l'économisme. On entend beaucoup, par exemple, dans des formations comme le Front National, parler des fins de mois difficiles, des allocations, de la concurrence entre les populations autochtones et étrangères quant aux prestations sociales, au logement, toutes choses qui sont vraies et tout à fait nécessaires. Mais enfin, on est parfois en manque d'un certain élan, d'une certaine hiérarchie des valeurs qui soit réaffirmée par ce parti et qui remette les choses à l'endroit, et qui consiste à parler aussi aux classes populaires de destin collectif, d'aventure, je dirais, de destin dans l'universel, comme disait José Antonio Primo de Rivera, et qui sont des valeurs sans être nécessairement à proprement parler religieuses, mais en tout cas qui s'adressent à la partie la plus élevée de l'âme humaine. Or, ne s'intéresser qu'aux questions économiques, aux questions de fin de mois, c'est réduire l'homme à sa seule fonction, à ses seules fonctions digestives, si vous voulez. Et ce n'est pas possible, ce n'est pas une bonne chose, et c'est le premier péril que je voudrais souligner. Est-ce que ça vous inspire un commentaire, Julien ? On peut passer à la suite. Alors, je parlerai maintenant du socialisme. Alors ça, c'est évidemment un courant qui sous-tend l'essentiel de l'écologie européenne et du monde développé, de ce qu'on appelait jadis l'Occident. L'écologie, finalement, est devenue un appendice du socialisme. Lorsque la perestroïka et la glasnost, qui étaient ces deux grandes campagnes, en gros, d'auto-liquidation du système soviétique pour son propre salut, pour sauver le soviétisme. Il faut lire là-dessus dans l'ouvrage absolument fondamental, je le rappellerai en fin d'émission, de Pascal Bernardin, L'Empire écologique. Il faut lire la manière dont ces choses ont été préparées de l'intérieur même du cœur du pouvoir soviétique. L'autodissolution du socialisme dans la société civile, si vous voulez, cette autodissolution visait entre autres à sauver l'idée socialiste, à sauver la révolution socialiste, à sauver le projet socialiste. Le socialiste avait accumulé en 50 ans, pour l'essentiel des pays d'Europe centrale et orientale, et en 70 ans pour l'Union soviétique, tellement de contradictions internes. Le système ne fonctionnait plus. C'est un système totalement dysfonctionnel, au point que des événements comme Tchernobyl se sont produits en 1986, je le rappelle, que des contradictions externes avec le monde dit libre, qui est en fait le monde de la tyrannie capitaliste. Ces contradictions externes avec le monde capitaliste étaient arrivées à un tel niveau d'hostilité que la capacité de progression de l'idée socialiste était proche de zéro. Pour redonner une capacité de conquête de l'idée socialiste, lui redonner un avenir, pour redonner un avenir à cette vieille idée, eh bien, il fallait en passer par ces deux grandes campagnes, Perestroïka et Glasnost, qui consistaient donc en l'ouverture du système soviétique et la Glasnost, c'est-à-dire on pourrait dire la transparence. Vous voyez, un mot qui sonne très, très archaïque, très, très, très engoncé dans le brejnevisme et qui en fait est un des mots d'ordre de l'époque. Et cela, Andropov, qui était l'avant-dernier grand patron, si vous voulez, de l'Union soviétique, l'avant-dernier secrétaire général du Parti communiste de toutes les Russies, Andropov l'a mis en œuvre en faisant partir ses réflexions, d'abord dans des petits cénacles autour du KGB de l'époque, qui ont donné lieu à
des petites publications, il y avait autorisation d'un certain débat, si vous voulez, pour essayer de trouver la solution la plus pertinente. Et de ce point de vue-là, la glasnost et la perestroïka ont été mises en route dès 69, ce qui a été raconté d'ailleurs par un important dissident dont le nom m'échappe là actuellement, mais vous retrouverez ça sans difficulté dans le bouquin de Pascal Bernardin. Et donc ce dissident, dès 69, quitte ces cénacles, vient en Occident et raconte aux Occidentaux, en gros, quelle est la campagne qui est en train d'être menée par l'Union soviétique par le noyau dur du pouvoir soviétique, pour sauver le système dans son entier. D'ailleurs, c'est si vrai que Gorbatchev est mort marxiste-léniniste. Hein. Il a dit « je suis marxiste-léniniste ». Donc lui n'a pas renié ses idées. Lui, il a été doublé par Helsinki au moment de luttes internes à l'intérieur de l'appareil, si vous voulez, ex-soviétique. Mais Gorbatchev n'a jamais eu l'intention de dissoudre l'Union soviétique. Il l'a fait, je dirais, forcé contraint par Helsinki, mais il a été quand même un petit peu ce qu'aura été à l'Afrique du Sud de Klerk. C'est-à-dire qu'il a été le premier responsable, premier vandale. C'est-à-dire qu'il était mis là pour protéger son propre système par sa propre oligarchie, et il a mis en route, finalement, un mécanisme d'autodestruction qui a fini par le dépasser. Mais on peut dire une chose, c'est que ça aura eu un effet bénéfique, c'est de redonner un avenir à cette idée socialiste qui a pris alors les vêtements de l'écologie. Et Gorbatchev se retrouvera naturellement à la tête de cette organisation qui s'appelle la Green Cross International, dont je dirai peut-être un mot tout à l'heure, et qui est donc, je dirais, le carrefour du socialisme et du mondialisme. Tout ça sous la couverture, sous la fausse barbe de l'écologie. Donc cette logique socialiste, c'est quoi son grand principe en matière d'écologie? Et là, il y a une réversibilité socialisme-écologie. C'est les problèmes environnementaux dépassent les capacités individuelles, ils dépassent parfois même les capacités d'une nation. Donc, il faut nationaliser, il faut soustraire à la propriété privée, à la responsabilité des personnes, et parfois même des personnes morales, c'est-à-dire des nations, des communautés dans l'universel, il faut leur soustraire la responsabilité de l'organisation et de la protection de leur environnement naturel. Et donc, vous voyez bien là la logique socialiste qui consiste à dire « donne-moi ta montre, je te dirai l'heure ». Il y a une logique de dépossession des personnes de leur liberté, de leur responsabilité dans un système socialiste, c'est-à-dire dans un système de pouvoir qui est concentré au-dessus des personnes normalement concernées selon les lois d'une bonne subsidiarité, et c'est géré par des responsables, des gens qui sont, eux, des savants, des spécialistes, des gens qui sont dans le cercle de la raison, comme on dit. Hein, des gens qui ont été formés à cela, on pourrait dire tout simplement des managers, des fonctionnaires. Et vous voyez bien là la logique... Des technocrates. Des technocrates. Et vous voyez la logique, évidemment, qui est totalement congruente avec aussi les logiques de l'Union européenne, qui était un projet justement de rapprochement, de convergence du bloc libéral et du bloc socialiste, afin de faire converger les deux dans le cadre de la guerre froide, afin d'éviter cette contradiction insoluble. On a voulu faire l'Union européenne comme une sorte de mix du monde ultralibéral anglo-américain et du soviétisme socialiste russe de l'époque. Et donc vous voyez bien cette logique technocratique et liberticide, parce qu'il faut bien voir que ces logiques sont à l'œuvre partout dans le monde. Aux États-Unis, l'enregistrement de terres agricoles ou de propriétés privées dans, on va dire, des cahiers qui correspondent un petit peu, si vous voulez, à ce qu'il y a en France, type parcs naturels, parcs régionaux et toutes sortes je dirais, de classement des territoires de ce type, les soustrait par l'imposition de normes décidées par des technocrates, les soustrait à la liberté, à la plénitude de la propriété des personnes qui en avaient précédemment la charge. Il suffit de voir les cartes, par exemple aux États-Unis, de cette progression du classement de territoires dans des parcs régionaux, enfin là, cantonaux, étatiques ou fédéraux, pour voir que la carte ne cesse de grandir, hein, la peau de léopard ne cesse de se colorer, et l'on voit cette logique du socialisme pseudo-écologique à l'œuvre à la fois des deux côtés de l'Atlantique. On voit la même chose se produire en France, avec une inflation de normes, je dirais un travail administratif de dépossession qui suit son cours. Je dirais, pour un dernier mot sur cette question du socialisme, que un des leviers très importants de l'imposition de ces normes et de cette dépossession des terres
à l'égard de leurs propriétaires légitimes, c'est tout ce qui relève de l'état d'urgence. Hein, la FEMA, la Federal Emergency Management Agency, donc l'agence fédérale américaine, si vous voulez, de gestion de crise environnementale, de crise de toutes sortes de crises, on va dire, d'une certaine ampleur, consiste entre autres à soustraire toutes les terres agricoles de la gestion habituelle par leurs propriétaires légitimes. De la même manière, l'état d'urgence, je crois, aura des conséquences en ces matières. On le verra dans un avenir proche. Je peux prendre date dès aujourd'hui avec vous, chers amis auditeurs. Vous verrez d'ailleurs, pour ceux qui veulent bien s'y intéresser, que la COP21, la coïncidence, si vous voulez, des attentats de novembre avec la COP21 est tout sauf un hasard. Le fait que tout ça se soit passé à Paris est tout sauf un hasard, parce que l'idée, c'est d'imposer une sorte, si vous voulez, de proximité sémantique entre les logiques d'état d'urgence et donc d'état d'exception, et pour tout dire, en fait, de tyrannie qui ne veut pas dire son nom, et des questions environnementales qu'on veut d'ailleurs habiller là aussi des oripeaux de l'urgence. On a vu d'ailleurs, lors des dernières manifestations à Paris, des autocollants fleurir, des organisations pseudo-syndicales et pseudo-militantes, des autocollants fleurir avec des slogans du type mettons fin à l'état d'urgence, mais par contre, il y a urgence sociale, climatique, environnementale. Donc vous voyez, cette logique finalement de l'état d'urgence sans terme a été finalement assimilée par les milieux pseudo-militants, pseudo-grassroots. Et on voit l'urgence aussi dans leurs slogans qui reprennent souvent un terme d'ici X temps, nous aurons disparu, il faut faire quelque chose. Alors, il y a bien sûr urgence. Je vais dire, la catastrophe, d'une certaine façon, a déjà eu lieu. La catastrophe, Julien, est derrière nous. Hein. Le catastrophisme, le style catastrophiste, d'ailleurs, je renvoie là à la lecture d'un ouvrage publié par l'Encyclopédie des nuisances. Je crois que c'était encore Samprin, ou sinon ça devait être Rizel, mais vous pourrez retrouver ça aisément sur Internet, sur catastrophisme et gestion des catastrophes durables. Vous voyez, ce style catastrophiste qu'on retrouve souvent dans les milieux environnementalistes ou écologiques, d'une certaine façon, relève de logique religieuse. Il y a une sorte d'apocalyptique écologique qui relève de ce dont je vous parlerai tout à l'heure, de ce moralisme et de cette religion civile. Ça, c'est un des ressorts importants du caractère religieux de l'écologisme. Or, si vous voulez, on peut en dire un mot tout de suite. Dans le journal de la décroissance, souvent, il y a des petites sorties, malgré la culture très laïcarde et laïciste qui imprègne les milieux de la gauche militante française, principalement française, et des pays latins, on va dire, française, italienne, espagnole, ce style très libéré, si vous voulez, des préjugés religieux, les conduit souvent à une attitude très Charlie, quoi, à l'égard de la religion. Mais malgré tout, vous remarquerez que sur la question de Charlie Hebdo, par exemple, mais pas seulement, depuis plusieurs années, dans la décroissance, on entend une autre musique sur la question religieuse, parce qu'ils ont identifié chez les personnes religieuses, justement, en particulier chez les chrétiens, mais pas seulement, mais principalement chez les chrétiens, une fibre favorable à une certaine sobriété, une fibre favorable à un certain antilibéralisme radical qui accourt dans d'autres milieux de la gauche. Et donc finalement, ces milieux écologistes, on va dire critiques, ou ces milieux de la gauche un peu conservatrices, au moins sur les questions d'éducation, qui sont très souvent opposées à l'Europe de Bruxelles, qui peuvent se retrouver dans les écrits d'un Michel Onfray, ou dans les écrits de tel ou tel auteur classé à gauche, mais avec un style plus conservateur, et qui n'ont pas acquiescé à tout changement comme étant un changement favorable, progressiste. Tous les changements ne sont pas les bienvenus, si vous voulez. C'est ça l'idée de fond. Cette partie de la gauche qui n'est pas convaincue que tout changement est un bienfait, a identifié chez certains religieux, quand je dis religieux, n'entendez pas là des hommes d'église, comprenez, des gens qui ont une religion, qui ont une foi, qui sont animés par des préoccupations spirituelles, ils ont identifié dans ce public des alliés objectifs, parfois même des alliés subjectifs, c'est-à-dire des alliés qu'ils rencontrent ici ou là. Je pense en particulier à quelqu'un comme Vincent Chenet dans La Décroissance, qui a bien reconnu cela et qui se retrouve dans des auteurs comme Georges Bernanos, qu'il ne peut pas trop citer parce que Bernanos
même s'il est toujours cité favorablement par Chenet et dans un autre genre par Alain Finkielkraut, est quand même l'auteur de La Grande Peur des Bien-Pensants, qui évidemment tout de suite appelle des mises en garde du genre non, je ne suis pas antisémite, moi aussi j'ai un ami juif. Voilà, mais si on fait exception de cette prudence rhétorique et de cette prudence générale, si vous voulez, on voit une petite musique philo-chrétienne, philo-religieuse en tout cas, dans ces milieux écologiques. C'est une chose dont moi je me félicite. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'avais engagé une partie de ce combat. C'est parce que je voulais respiritualiser le monde des idées et le monde du combat politique. Donc j'y vois une chose favorable. Mais là où ça m'inquiète, ce n'est pas, je dirais, le ressusciter. C'est pas lorsqu'on ressuscite des auteurs comme Bernanos ou je ne sais pas moi, Jean Giono par exemple, qui lui aussi est une sorte d'écologiste qui s'ignore. Non, quand je parle de religion, et là où ça pose problème, c'est lorsque c'est une religion de substitution aux religions authentiques, et en particulier à la religion chrétienne, parce que l'écologie peut très rapidement justement devenir une foi avec son apocalyptique. Alors je ne dis pas que les catastrophes ne sont pas en cours, je dis le contraire, Julien, je dis que les catastrophes ont déjà eu lieu et qu'elles continuent. Si vous voulez, le Titanic est en train de couler. Hein. Il est sur le bord de sombrer. Il ne reste presque plus rien au-dessus du niveau de la mer. Qu'on m'entende bien, je ne dis pas, à la différence des critiques de l'écologie, que ces aspects apocalyptiques sont excessifs ou qu'ils sont infondés. Pas du tout. Je dis simplement, c'est le style apocalyptique qui n'est pas à la bonne place. Je veux dire par là que ce n'est pas en s'insérant dans les sillons de l'âme religieuse des hommes qu'on va faire progresser la chose. Je vais vous donner un autre exemple pour être très très clair. Guillaume Fay a parlé à un moment donné pour à la fois la convergence, si vous voulez, des catastrophes, à la fois identitaires, environnementales, de guerre, économiques, etc. Donc là, si vous voulez, l'accumulation à la fois de la crise économique et financière, de l'invasion migratoire, de la présence de millions déjà d'immigrés sur le sol européen, de la stérilité qui progresse chez les Européens, en gros, cette convergence de catastrophes, d'une certaine façon, reprenait les logiques de la pédagogie des catastrophes dont peut parler quelqu'un que par ailleurs j'apprécie énormément, qui est Serge Latouche. Mais je vois que Serge Latouche et Guillaume Fay sur ce sujet se trompent. Je crois que les catastrophes, malheureusement, n'ont absolument aucun caractère pédagogique. C'est-à-dire que les gens, plus vous leur expliquez dans quelle situation noire nous nous trouvons, et plus ils sont incités à creuser plus profond dans le sable pour y enfouir leur tête. C'est ce que je constate. Moi, sur tous les sujets que j'aborde, j'essaye de donner un état des lieux sincère, le plus sincère possible, le plus exact possible. Mais je constate que cette addition, si vous voulez, de bilan, cette addition de mise en garde ne produit pas d'effet de réveil. Donc, ce n'est pas le style catastrophiste n'est pas du tout une nécessité. Je pense qu'au contraire, il faut adopter un style beaucoup plus altier, beaucoup plus serein, et parce que finalement, nous avons le temps et de nous sauver nous-mêmes et de gagner et de reconstruire. Et nous le ferons dans les conditions du monde qui nous sera laissé à ce moment-là. Mais en attendant, nous devons combattre ce monde, mais nous ne pouvons pas faire comme si nous n'y vivions pas. Alors je ne dis pas qu'il faut faire assaut d'optimisme, pas du tout. Je dis simplement, n'adoptons pas un style apocalyptique parce que ce style-là nous est imposé par des codes religieux qui sont, là en l'espèce, mal placés. Si vous voulez, c'est un peu une sorte d'hérésie d'amener des considérations, des réflexes, des motifs, des schémas d'ordre religieux dans l'ordre politique. On va peut-être dire un mot du mondialisme avant la pause musicale et avant de revenir sur la question du religieux plus amplement. Alors oui, et tout à fait, le mondialisme, c'est sans doute le péril central, c'est le péril, je dirais, cardinal, le péril qui occupe le milieu du terrain de l'écologie. C'est-à-dire que l'idée, elle est très simple, elle s'exprime comme ceci, je vous le disais un peu tout à l'heure, problèmes globaux, solutions globales. Si la pollution, et on prend toujours le cas de Tchernobyl, alors évidemment, les autorités françaises se sont moquées de nous lorsqu'ils nous ont dit que le nuage de Tchernobyl avait contourné la France. Hein, il s'était arrêté à la frontière, lui, à la différence des migrants. Il avait eu la décence de respecter le code de la nationalité, enfin la souveraineté territoriale de la France. Donc Tchernobyl, le nuage de Tchernobyl avait contourné les frontières de la France très aimablement. Voilà, ça c'est ce qu'on nous a raconté. Alors évidemment, tout le monde maintenant sait que c'était un mensonge éhonté. Et partant de là, on nous dit, voyez bien, les nuages, eux, ne connaissent pas les frontières. Et donc, comme les problèmes environnementaux ne connaissent pas les frontières, il faut que les solutions, elles aussi, soient supranationales.
Voilà, ça c'est la clé. D'autre part, tous les périls, la manière dont les périls écologiques nous sont présentés, c'est toujours sous un angle, justement, de la big picture, le tableau général. Voilà, le réchauffisme, le changement climatique, euh, on nous montre alors toutes les logiques, la Terre vue du ciel, hein, de cet escroc euh, photographique qui est Arthus Bertrand, avec la Terre vue du ciel, Paris vue du ciel, la France vue du ciel, voilà, vue du ciel, tout est vue du ciel. Donc évidemment, vue du ciel, si vous voulez, les frontières ressemblent à des autoroutes, hein, pour reprendre un peu les paroles du pape Pierre, c'est ça? Non, François, pardon, le pape François, qui nous disait il y a quelques jours, pardonnez-moi, il faut pas, parlant de Donald Trump, il ne faut pas construire des murs, il faut construire des ponts. Voilà. Alors je dis d'ailleurs accessoirement qu'on ne vit pas sous les ponts, on est obligé de vivre derrière des murs, parce que si on ne vit pas derrière des murs, eh ben, on a le cul à l'air, hein, tout simplement. Pardonnez-moi pour cette expression, mais c'est la réalité. Et le pape d'ailleurs qui, dans l'encyclique Laudato Si, s'exprime plus ou moins en faveur de solutions globales. Ce qui n'est pas pour me rassurer. Tout à fait, vous avez tout à fait compris. C'est-à-dire toutes les autorités morales, religieuses, politiques, médiatiques et autres, toute l'oligarchie, finalement, a épousé les vues mondialistes en matière environnementale. Alors moi, je pourrais le garçon de 14 ans qui sommeille en moi, si vous voulez, qui se souvient de son angoisse presque existentielle lorsqu'il s'est éveillé aux questions environnementales, pourrait se flatter de voir que oui, les choses avancent. Nos responsables politiques organisent la COP 21. Tous les chefs d'État sont venus dans cette grand-messe pour, sinon prendre des décisions, mais en tout cas, ils se sentent obligés de venir. Et donc, d'une certaine manière, ils ne pourront pas se soustraire indéfiniment à cette crise environnementale. Il faudra bien qu'ils trouvent des réponses. On pourrait être dans cette logique, si vous voulez, un peu réaliste, optimiste. Quelle naïveté de ce monsieur K de 14 ans. Mais c'est tout à fait ça. Ce serait très naïf. La réalité qui est sous nos yeux, c'est qu'en fait, on a affaire à des discours, du blabla, des grands-messes, à grands frais, hein, en pleine période de chômage de masse. Quelques effets positifs quand même de cette COP21. On a vu que certaines dispositions ont été conservées, en particulier quant à l'éclairage public. Donc je m'en félicite, parce que moi je suis plutôt pour la préservation, vous voyez, du noir de la nuit, parce que la pollution atmosphérique lumineuse, c'est aussi une réalité pour les amateurs des étoiles. Et regarder les étoiles peut être parfois une forme de paganisme, mais enfin c'est une activité quand même qui est plus élevante, plus élévatrice que la contemplation de la télévision. Donc voilà, il y a quelques dispositions comme ça qui sont tout à fait positives, mais enfin, quel bilan de toutes ces grands-messes mondialistes depuis même le protocole de Kyoto? Proche de zéro. La croissance économique reste la religion la plus communément partagée par le monde politique, économique et médiatique, que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite. Hein, j'entends encore parler des Florian Philippot de croissance. C'est quasiment le seul mot qu'il a à la bouche aujourd'hui. De la même manière qu'on entend ce mot dans la bouche de gens comme Mélenchon, qui eux non plus n'ont pas fait leur transition énergétique. Là aussi, autre leurre, autre piège, un peu du même acabit. Pour revenir à cette idée du mondialisme, elle est fondamentalement fausse. Pourquoi? Parce que l'écologie, comme toutes les autres préoccupations authentiquement politiques, relève de la liberté et de la responsabilité. Vous allez me comprendre tout de suite. Vous êtes propriétaire de votre jardin, Julien. Si vous ne l'entretenez pas, qu'arrivera-t-il? Il pourrait y avoir, par exemple, un début de feu de brousse dans ce champ que vous avez derrière chez vous. Il pourrait s'y accumuler des déchets, peut-être même des espèces invasives. Enfin, toutes sortes de choses pourraient se produire dans ce jardin dont vous ne vous prenez pas soin. Parce que, étant propriétaire, vous avez la liberté de jouir de votre jardin et des richesses qui y croissent. En particulier, d'abord, les richesses, je dirais, d'ordre esthétique. Vous avez le droit de jouir de la présence de votre jardin, de contempler les espèces animales, végétales, minérales, que la création, dans sa grande munificence, dans sa beauté, dans sa variété, peut y avoir mis. Vous pouvez jouir aussi des richesses matérielles qui peuvent y pousser, des tomates, que sais-je, quelques lapins, ou plus largement, bien sûr, une exploitation agricole. Mais vous avez aussi le devoir d'en prendre soin. Vous voyez, c'est la réciproque. Et si on raisonne selon ce système, et qu'il n'y a aucune terra nullius, qu'aucune terre n'est à personne, parce que c'est le cas aujourd'hui dans le monde, à l'exception peut-être de l'Antarctique, encore que ça pourrait faire l'objet d'une émission, parce que là aussi c'est très intéressant
le statut, à qui est l'Antarctique. Voilà, vous voyez, là, il y a du mondialisme déjà depuis l'après-guerre, depuis la Deuxième Guerre mondiale, puisque les nations qui ont gagné cette guerre, à concurrence d'ailleurs avec celles qui l'ont perdue, se sont partagées cette terre sur laquelle il est très très compliqué de se rendre et sur laquelle on n'a pas le droit de circuler. Bon. Mais si on revient à l'idée qu'il n'y a aucune terra nullius, ça veut dire que chacun, donc terre qui n'est à personne, ça veut dire que chacun est responsable d'un bout de terrain. Si on additionne les responsabilités et que chacun est diligent, que chacun prend soin de son bien, que chacun prend soin de sa propriété, que chacun prend soin de la propriété que sa naissance lui confère en héritage, en partage, et dont il ne fait que jouir. Il n'y en a d'une certaine manière que l'usufruit. On peut en tirer les fruits. Hein, il a le fructus, le propriétaire a le fructus de sa propriété, le fruit, donc les bénéfices qu'il peut tirer, bénéfices de toute nature, je vous le disais, spirituel ou matériel. Et il en a aussi l'usus, l'usage. Mais en réalité, la propriété plénière, la pleine propriété n'est pas à lui. Elle est distribuée dans sa génération, c'est-à-dire qu'il l'hérite de ses pères et il la transmet aux générations qui le suivent, et il veut l'accroître, l'enrichir, l'embellir, mais il n'en a pas la pleine propriété qui lui permettrait justement d'avoir ce qu'on appelle en droit l'abusus, donc la capacité d'en abuser, par exemple d'y porter préjudice. Il n'a pas cette liberté parce que la propriété, selon le droit naturel, est limitée au bien commun. Cette propriété crée des droits, le droit de jouir, d'user. Elle crée aussi le devoir d'entretenir, d'enrichir, d'embellir pour les générations suivantes. Et d'une certaine manière, si vous ne prenez pas soin de la terre qui vous a été donnée en partage, eh bien, quelque part, vous pouvez perdre vos droits sur cette terre. Et ça, c'est une réalité du droit de propriété depuis l'Empire romain qui est absolument établie. C'est une réalité aussi dans le droit international qui est parfaitement établi et qui, d'une certaine manière, fondait le droit des nations à conquérir des nations voisines qui n'entretenaient pas, ne mettaient pas en culture leur propre patrimoine, qui est à la base du droit de conquête. Vous voyez, donc je ne suis pas complètement, déconnecté de toute réalité historique ou juridique quand je vous dis cela. Donc, si l'on part du principe que chacun est responsable de sa terre, que chaque nation, elle aussi, qui est une sorte de poupée russe, si vous voulez, qui serait la plus grande poupée à l'échelle politique, eh bien, si chaque nation prend soin de son propre territoire et veille à ne pas polluer son territoire, il n'y aura pas non plus de pollution qui iront chez le voisin. Ça me paraît absolument nécessaire, si vous voulez. Et donc, en fait, la logique mondialiste est à contrario de la vérité philosophique, juridique et politique de l'écologie, qui voudrait que justement l'écologie commence in my backyard, comme disent les Anglais, pour dire dans les campagnes, vous voyez, écologiques américaines ou anglaises, pour s'opposer à la construction, par exemple, d'un incinérateur ou d'une décharge ou d'une centrale nucléaire. Il y a une logique de campagne, de lutte contre ces projets inutiles qui s'appelle « Not in my backyard », pas dans mon arrière-cour. Je ne veux pas que mon jardin donne sur un incinérateur. Et si chacun défend son droit à ne pas être voisin d'un incinérateur, il n'y aura pas d'incinérateur d'ordures, tout simplement. Et il faudra bien qu'on trouve une autre solution pour traiter les déchets ou pour tout simplement ne pas en faire. Vous voyez la logique? Parce qu'on me dira, oui, mais il faut bien qu'il y ait des incinérateurs. Non, il n'y a pas besoin d'incinérateurs. Il y a peut-être besoin de ne pas faire de déchets. Vous voyez? Et là, on rentre, et si on rentre dans cette logique, on voit que il y a une véritable force de transformation du système économique pour l'amener à une situation plus raisonnable, plus conforme à l'intérêt de chacun. Pas dans mon arrière-cour, et donc ça veut dire aussi dans ma cour. Si chacun s'occupe de son arrière-cour personnellement, alors chaque parcelle sera entretenue, la nation sera elle-même dans son ensemble entretenue, et chaque nation étant entretenue à équité, eh bien vous avez un monde qui finalement, dont l'homme prend soin, conformément à sa vocation. Moi qui suis chrétien, le premier métier de l'homme, le plus vieux métier du monde, non, ce n'est pas la prostitution, chers amis, c'est le jardinage. Le métier d'Adam, avant la chute, c'était jardinier. Il était en charge du jardin d'Éden. Voilà. Donc, conformément à notre plus ancienne vocation, nous retrouverions ce sens de la liberté et de la responsabilité dans l'entretien de notre patrimoine environnemental, dans une logique patrimoniale, propriétaire et de transmission de ce patrimoine.
On voit qu'on est très loin des logiques actuellement en cours. Et c'est maintenant l'heure de la pause musicale. Chers auditeurs, nous venons donc d'entendre Blue Religion du groupe In the Nursery. Monsieur qui a peut-être un petit mot sur la chanson. Oui, j'ai voulu mettre Blue Religion parce que dans cette deuxième partie, on va aborder les aspects plus spirituels des dangers que recouvre l'écologie. Et c'est un morceau, bon, vous verrez la couverture de l'album avec les yeux d'une bonne sœur. Bon, In the Nursery a pour projet musical finalement de soigner l'âme par les sens. Et je trouvais que c'était assez approprié parce qu'on on est dans du religieux, justement, de substitution. Je vais commencer par ça. Donc on va peut-être commencer par l'aspect moralisateur de l'écologie actuelle.
Oui, je vous le disais un petit peu en première partie d'émission, l'écologie est en train de devenir, dans beaucoup de segments de la population française, en particulier dans les écoles pour les enfants, une espèce de nouvelle morale qui vient s'ajouter, je dirais, à la morale laïque, hein, au petit catéchisme laïcard qui accourt dans les écoles et qui constitue en fait le fond de sauce de l'éducation civique et de toutes ces choses qui parfois ont la faveur de tel ou tel euh, public qui se croit, enfin qui a le cœur à droite. Souvent on entend ah oui, enfin il y a le retour de l'éducation civique à l'école. Alors évidemment c'est très ambigu si vous voulez, c'est comme l'enseignement de l'histoire. Si l'histoire c'est l'enseignement des expériences du passé pour en tirer des leçons pérennes, des leçons durables pour l'avenir, c'est une chose très nécessaire. Mais si l'histoire devient une annexe de la morale, alors là, il y a un problème, parce que ça veut dire que l'histoire devient le lieu d'affrontement entre les dominés et les dominants. Hein, c'est un peu le schéma qui prévaut dans la France contemporaine de l'après-guerre. Et c'est une logique qui était déjà présente dans les logiques révolutionnaires, donc depuis 1791, de 1793, de cette logique des ténèbres et de la lumière qui se font un combat dans le monde, qui se livrent combat dans le monde, et dont évidemment le bloc, je dirais, laïcard, le bloc progressiste, le bloc socialiste sont les héros émancipateurs qui nous libèrent des ténèbres. Moi, je n'ai pas honte de dire que je suis un membre du parti des ténèbres, parce que je suis un combattant acharné des Lumières. Alors évidemment, c'est un peu provocateur, un peu rhétorique, mais vous aurez compris l'idée, c'est oui, j'assume, et nous devons tous assumer notre rupture avec le monde des Lumières qui a produit toutes les catastrophes du stupide XXe siècle et de l'imbécile XIXe, pour reprendre un mot de Bernanos. Donc, cette logique moralisatrice, culpabilisatrice aussi, parce qu'il y a toute une petite éthique à l'usage de chacun, qui consiste par exemple à se brosser les dents en fermant le robinet, à se laver les dents sous la douche, à prendre des douches plutôt que des bains, à éteindre la lumière lorsqu'on quitte une pièce, toutes choses tout geste du quotidien contre lesquelles je n'ai rien à partir du moment où elles sont à la fois économiques et écologiques. Ça ne sert à rien de dépenser de l'électricité ou de l'eau inutilement. C'est des ressources non pas rares en Occident, mais précieuses. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une logique là aussi un peu socialiste et mondialiste qui accourt dans cette mise en place de ce petit catéchisme du quotidien. Pourquoi ? Parce que on essaie de mettre dans la tête des enfants et des citoyens en général l'idée que préserver les ressources en eau potable en France contribuera à régler le problème de l'eau potable en Afrique. Mais vous voyez bien que ce sont deux systèmes hydriques totalement déconnectés l'un de l'autre. Alors évidemment, il y a un système hydrique mondial, si vous voulez, qui est lié au climat, la pluie, etc. Mais l'économie d'un litre d'eau en France ne va pas produire un litre d'eau potable au Mali. Et d'abord, dans une logique patrimoniale, j'ai envie de dire, chacun est responsable de ses ressources. Et puis il y a des ressources qui ne se communiquent pas. Et donc il n'y a pas un pot commun d'eau, si vous voulez, il n'y a pas un tanker d'eau mondial dans lequel nous prélevons plus que les Maliens. Et ce n'est pas parce qu'on se lave les dents comme ceci ou comme cela que l'on va protéger le stock des Maliens. Si vous voulez. En laissant le robinet ouvert, vous ne privez pas un enfant malien d'eau potable. Et ça, c'est quand même un mensonge qui est à la racine de cette logique-là, qui est là encore une fois, comme je vous le disais, à l'origine de logiques à la fois socialistes et mondialistes. Et puis, surtout, c'est une politique de contrôle social. C'est-à-dire que l'idée, c'est implémenter des habitus, comme on dit en sociologie, c'est-à-dire des comportements. Et on voit bien que là, il y a des logiques pédagogiques qui dominent. On entend souvent ce mot à la radio, par exemple, lorsqu'on écoute les responsables politiques, les irresponsables politiques. J'entendais encore récemment le ministre, je crois qu'il est il est secrétaire d'État au sport, je crois, qui, sur je ne sais plus quelle fréquence radio concurrente, chantait les vertus de la pédagogie. Voilà, sur les réformes du gouvernement, il faut faire de la pédagogie comme si les Français étaient des enfants. Et on voit bien que cette logique pédagogique, en fait, crée une contradiction entre les maîtres et les élèves. Hein, contradiction tout à fait nécessaire à l'école. Il faut bien hiérarchiser et distinguer les fonctions. Les élèves et les profs, c'est pas pareil. Il y en a un qui est là pour donner, l'autre pour recevoir. Bon, ça c'est bien évident. Mais enfin, on ne peut pas transposer cette métaphore, si vous voulez, pédagogique, scolaire, dans l'ordre politique. Les citoyens ne sont pas des enfants qu'il s'agit d'éduquer. Oui,
c'est considérer les gens comme des abrutis. Donc il suffit de leur expliquer pour qu'ils comprennent et qu'ils acceptent. Tout à fait. On voit que dans cette éducation à l'écologie par les gestes du quotidien, il y a à la fois une culpabilisation des usagers et une logique comme disait Carl Schmitt, du commandement et de l'obéissance. Il y a ceux qui impulsent les messages et ceux qui doivent y obéir. Et en fait, c'est une forme de dressage social par le biais de cette petite morale écologique qui est là aussi destinée à remplacer la morale ancienne, la morale commune, la décence commune qui faisait la richesse de la vie populaire. Je vois aussi un autre désavantage, un autre problème à cette petite moraline, si vous voulez, écologique, c'est que c'est les logiques qui sont qualifiées de citoyennistes par la gauche critique, enfin la gauche, par les milieux de la critique, c'est-à-dire par les héritiers du situationnisme, du meilleur de l'ultra-gauche, qui consiste à dénoncer, si vous voulez, le réformisme et le côté barbapapa, le côté bisounours de ces gros rangs, on va dire, du monde militant que sont les citoyennistes. C'est-à-dire c'est ce rappel permanent aux logiques, aux valeurs fondamentales de la République. Vous voyez bien le caractère, je dirais, très idéologique et très sommaire aussi de ces contenus qui voudraient en fait ajouter l'écologie comme une annexe à ce que je vous disais en début de propos de l'éducation civique. Et donc en fait on est là dans la morale laïque, dans l'instruction civique, et d'une certaine façon dans la religion civile. Cette religion civile que Rousseau appelait de ses voeux, et qui vient en fait concurrencer des contenus légitimes en matière d'éthique. Ça va me permettre de vous faire un point sur la question de l'éthique et de l'écologie. Il n'y a pas besoin, et j'en parlerai juste après sur la question du réchauffement climatique, il n'y a pas besoin que le monde, on en parlait à l'instant avant la pause musicale, soit devant des catastrophes pour adopter une attitude d'écologie intégrale, d'écologie radicale. Il n'y a pas besoin de la catastrophe pour adopter un comportement écologique. C'est un impératif éthique, c'est un impératif moral au sens plein du terme, c'est-à-dire c'est un impératif qui relève, je dirais, de l'hygiène personnelle en matière de comportement. On ne jette pas de papier gras dans la rue, d'abord pour des raisons, je dirais, civiques. En effet, on ne fait pas ça. C'est une chose qui d'abord, c'est une faute, c'est un comportement fautif, c'est un comportement qui est illégal, c'est un comportement qui est destructeur de l'environnement, même urbain, là, en l'espèce. Alors c'est pire encore, vous imaginez, dans les domaines naturels qui nous restent encore ici ou là, dans cette lieu. Je me souviens dans le film les visiteurs où un des personnages dit ils n'ont point laissé une lieue pour chasser. Voilà, même dans notre monde, si vous voulez, totalement artificialisé, on n'a pas à polluer notre environnement immédiat. C'est un comportement fautif et surtout c'est un comportement irresponsable parce que, encore une fois, je vous le disais, l'environnement c'est notre patrimoine commun et porter atteinte à ce patrimoine c'est une faute contre la communauté. Donc en fait c'est un délit politique, si vous voulez. Et donc il n'y a pas besoin, quand bien même la Terre ne serait pas menacée de réchauffement climatique, il n'y a pas à faire des émissions de pollution. Et j'y reviendrai ensuite lorsqu'on parlera de l'écologie authentique et de la véritable protection de la santé humaine par rapport aux pollutions environnementales. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il y a deux morales, si vous voulez, qui s'affrontent. Une espèce de petite morale qui est hantée, qui est résumée à des petites pratiques du quotidien et qui en fait relèvent du contrôle social. Et je dirais les exigences éthiques, qui sont des exigences permanentes, qui n'ont pas changé depuis l'Antiquité, et qui sont, je dirais, une attitude responsable à l'égard des ressources, à l'égard de l'environnement, à l'égard de nos voisins, à l'égard de la beauté du monde aussi, qu'on n'a pas le droit de souiller par des détritus, des déchets, des pollutions. Voilà, donc il y a d'une certaine manière l'éthique, pour faire simple, ou la morale avec un M majuscule, c'est-à-dire ce qui s'adresse à la vertu humaine, tout ce qui touche aux vertus, donc de probité, d'économie, de libéralité, de générosité, d'attention aux choses, en particulier aux choses fragiles, aux choses délicates, aux choses belles. Donc il y a même la notion de beauté qui est très présente dans cette démarche-là. Et puis il y a la petite morale citoyenniste, culpabilisatrice et relevant du contrôle social. Voilà, ça c'est une contradiction. Alors évidemment, ça ne constitue pas un péril, je dirais, de mort, hein, c'est pas un péril mortel, mais il y a là quand même comme un rabougrissement de l'âme
et des impératifs écologiques authentiques dans cette moraline écologique. Ensuite, autre danger un peu lié à cela, c'est le systémisme. C'est un point très important. C'est les militants écologiques ou pseudo-écologiques très souvent présentent la chose comme suit. Ils disent, tirant les leçons, des leçons vraies de l'écologie, alors entendu cette fois comme science naturelle, parce qu'il faut savoir que le mot écologie vient des sciences naturelles, c'est l'étude d'un milieu. Écologie, c'est l'étude d'un milieu, d'un habitat à l'intérieur duquel il y a des espèces qui sont en osmose souvent et qui créent ce qu'on appelle un biotope. On étudie un biotope et à l'intérieur de cet ensemble, donc c'est une logique d'ensemble, on étudie des ensembles d'habitats avec les espèces qui vivent sur cet habitat, à l'intérieur de cet habitat, eh bien, qui habitent donc ce milieu. Eh bien, cette logique systémique est vraie, si vous voulez, dans son fondement. Il y a bien des logiques de réciprocité, d'interdépendance, etc. Tout cela est vrai. Tout cela est très intéressant. Je vous encourage, chers amis auditeurs, à lire à ce sujet, afin de vous pénétrer de l'idée écologique, si vous n'êtes pas déjà entièrement convaincu de sa pertinence. En revanche, ce qui est problématique, c'est qu'à rentrer dans ces logiques systémiques, il y a, d'une certaine manière, là aussi un mensonge idéologique. Je m'explique. Un peu à la manière de cette petite morale dont je vous parlais à l'instant. Ce systémisme cache, dissimule les véritables responsables de la crise environnementale absolument catastrophique dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire qu'en disant aux gens, éteignez le robinet d'eau lorsque vous lavez les dents, prenez une douche plutôt qu'un bain, etc. Et triez vos déchets, même si au final ils atterrissent tous dans la même benne à la déchetterie. Alors ça moi je ne suis pas à la déchetterie, donc ne pouvant pas contrôler, si vous voulez, ce qui est l'effet des déchets, je préfère par acquis de conscience, justement, trier mes déchets, afin de faire mon maximum, mais ça n'est pas un effort là non plus, c'est un acte, je dirais, très usuel et très banal, et qui consiste en fait à avoir plusieurs containers pour les déchets du quotidien, que je n'ai pas produit moi. C'est là le point que je veux faire. C'est pas nous qui fabriquons les déchets, comprenez-moi bien, c'est l'industrie qui fabrique les déchets, et qui nous les vend. D'accord ? Et ça, c'est un coût non marchand d'ailleurs des produits que nous achetons. Parce que le retraitement des déchets n'est pas compris dans le prix que vous achetez. Donc quand vous achetez des produits de très très mauvaise qualité et qui sont mauvais même pour la santé humaine dans les grandes surfaces et qui sont les produits très souvent de l'agro-industrie pour ce qui concerne l'alimentation, tous les emballages par exemple, tout cela, ce n'est pas nous qui les fabriquons, qui les produisons, c'est l'industrie. D'accord ? Il y a d'ailleurs, et là aussi je ne veux pas tomber dans une petite morale, donc mais il y a des grandes surfaces, par exemple de distribution de produits biologiques. Alors les modèles ne sont pas parfaits bien sûr, mais où on peut acheter les choses en vrac, un peu comme faisaient nos grands-parents. Moi je sais que dans ma famille j'ai des ancêtres qui étaient épiciers et on vendait beaucoup de vrac. On vendait la viande en vrac, on vendait le riz, le lait, toutes ces choses, le vin aussi. Ici à Paris, souvent les Auvergnats vendaient le vin au bout, à la ficelle, au litre, etc. Donc c'est cette logique du vrac qui en fait économise le déchet. Donc cette logique systémique a tendance en fait à gommer la différence entre les fabricants de déchets et ceux qui en héritent en dernière instance, c'est-à-dire nous, les usagers. C'est aussi cette logique du système, cette logique par exemple, qui est très présente dans les discours de Nicolas Hulot, qui vise à culpabiliser les gens et à les conduire à tel ou tel acte d'achat dit alternatif, afin de dissimuler la responsabilité des grands groupes industriels, médiatiques et autres qui en fait produisent les déchets et en vivent. Parce que quand TF1 fait une publicité pour telle ou telle marque de lessive, il y a une complicité et là il y a aussi un biotope économique créé entre les grands groupes et les grands médias. Tout ça est connu de nos camarades. Et donc, le systémisme, son principal défaut, le principal problème qu'il pose, c'est de mettre sur un pied d'égalité l'usager, qui est finalement personne dans le système, ou presque personne, et le fabricant, qui lui est le responsable principal de la production de déchets de pollution. Parce qu'il y a production de pollution à la source, lorsque les choses sont fabriquées dans les usines, et pollution tout le long de la chaîne, avec le transport, jusqu'à la production du déchet et son retraitement, qui lui aussi produit encore des déchets et des pollutions. Donc vous voyez, il y a une dissymétrie totale dans le système, et pourtant, cette contradiction entre l'usager et le fabricant n'est jamais soulignée par les grandes figures environnementalistes de la scène française ou européenne, voire mondiale.
Donc ça, c'est un des grands périls. Ensuite, On va peut-être aborder maintenant justement les périls plus spirituels, ou en tout cas plus assumés, en tout cas plus spirituellement, au-delà des simples injonctions morales. alors il y a évidemment le premier péril d'entre eux, c'est le panthéisme. Par ordre, je dirais, d'arrivée, pas par ordre d'importance, mais par ordre d'arrivée, le panthéisme. Qu'est-ce que c'est que le panthéisme? Le panthéisme, c'est l'idée que Dieu est partout. Et l'écologisme, la diffusion de la préoccupation légitime à l'égard de l'environnement, produit une espèce de panthéisme sous-jacent à beaucoup de logiques environnementalistes. C'est-à-dire que là aussi, c'est une logique de concurrence à l'égard des vérités révélées, des vérités religieuses authentiques et légitimes. Ce panthéisme vient concurrencer la révélation ou les vérités d'ordre naturel, si on peut être païen, attaché à la philosophie antique, grecque ou romaine, et constater qu'il y a dans ce panthéisme nouveau, dans ce néo-panthéisme, une concurrence avec des valeurs spirituelles authentiques. Et ça, c'est un vrai péril, parce que il crée une spiritualité de synthèse qui est totalement intégrée, assimilée au système de la domination, c'est-à-dire là au système capitaliste, pour tout dire. Pour moi, ça c'est un des premiers périls d'ordre spirituel auquel malheureusement je n'ai pas toujours échappé lorsque j'étais plus jeune. Je vous parlais de mon premier engagement en matière d'écologie lorsque j'avais 14-15 ans. Et bien à ce moment-là, je pense que j'étais moi-même le sujet d'une forme de, si vous voulez, de mesmérisation à l'égard de ce panthéisme, de cette préoccupation environnementale, mais qui créait presque ce qu'on appelle dans les sciences occultes un égrégore, c'est-à-dire la préoccupation pour l'esprit qui est produit par le moment, par le groupe, si vous voulez. Et en participant à des campagnes, par exemple de recyclage pour des piles électriques, en nettoyant une plage, comme je le faisais à l'époque, j'avais le sentiment finalement de participer à une œuvre de charité, ce qui n'était peut-être pas faux. C'était vraiment une œuvre de charité pratique, parce que c'est vrai, nettoyer une plage, c'est toujours une bonne chose. Mais en faisant ça, ça produisait une spiritualité fausse. Et ça, pour moi, c'est un des grands périls, en particulier pour les plus jeunes militants, ou en particulier pour je dirais les publics féminins, qui ne se rendent pas compte, en fait, en recréant en fait des comportements holistiques au sens du groupe, du tout, en participant à un tout plus vaste que nous-mêmes, nous faisons en fait, nous nous insérons dans une spiritualité fausse, et qui va être très rapidement pris en charge alors par ce dont je vous parlerai en tout dernier, qui est le projet Gaïa. Cette inclusion à une spiritualité très ténue vous mène progressivement sur le chemin du projet Gaïa. Il y a ensuite un deuxième péril qui est celui-là plus d'ordre théorique, qui est d'ordre théorique, d'ordre philosophique, qui est ce qu'on appelle la deep écologie. Alors, je vous dis tout de suite, c'est des lectures que moi j'ai trouvées absolument passionnantes. Absolument passionnantes. Je me suis passionné pour les auteurs de la deep écologie, qui sont, comme je vous le disais en début d'émission, plutôt dans la sphère anglophone et scandinave. Des gens comme Arne Næss, par exemple, qui est aujourd'hui qualifié d'hitléro-écologiste ou de facho-écologiste, etc. Bien sûr, il y a des mots, des paroles, des logiques dans l'œuvre d'Arne Næss. Arne Næss, le finlandais, qui est un écologiste radical, et plus que ça, encore, au-delà de ça, ce qu'on appelle un membre de la deep écologie, qui veut dire écologie profonde. Goldsmith, qui a été longtemps un bailleur de fonds de la scène écologique non gauchiste, non idéologisée, non marquée à gauche, qui était aussi, dont le frère était lui plutôt un militant du côté des droites souverainistes européennes. Les deux frères, qui partagent beaucoup de présupposés philosophiques, sont tous les deux très marqués par la deep écologie. Or, ce courant philosophique, ce courant écologique, pose un problème d'ordre théorique très important, qui est son refus de l'anthropocentrisme. Alors, en quittant les préoccupations humaines, en développant une écologie ahumaine, A privatif, donc sans prendre en considération l'homme, ou en commençant par le prendre comme un des éléments holistiques de l'ensemble on va dire du topos, du biotope Terre, on commence par là. On commence par le considérer comme un ensemble du tout. Mais comme un ensemble, je dirais, à égalité avec d'autres ensembles. Il n'y a pas de centralité de l'homme dans cette réflexion-là. Au contraire, l'essentiel de la réflexion porte sur le fait de décentrer la réflexion écologique de l'homme. En faisant ça, il expose l'écologie à
à 1000 écueils, en particulier ce refus de l'anthropocentrisme conduit au malthusianisme. C'est le premier écueil et le plus important, et qui lui-même constitue un des principaux écueils du mouvement écologique. L'anthropocentrisme. Refuser l'anthropocentrisme, c'est tomber dans le malthusianisme. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que si l'homme n'est plus au centre du projet, alors il va falloir repenser tous les équilibres. Et le malthusianisme, c'est quoi ? L'idée malthusienne, elle est très simple. Malthus était un homme de foi, c'était un pasteur qui s'occupait beaucoup de pauvres. Au XIXe siècle, il s'occupait des pauvres dans sa communauté et il s'est posé la question, et il a écrit à ce sujet, il s'est posé la question, mais comment faire pour éradiquer la misère ? Et il était très, très préoccupé par ça. Je pense que c'est une préoccupation vraiment profonde et sincère chez lui. Et sa conclusion, finalement, c'était de dire, pour éradiquer la misère, il faut éradiquer les miséreux. Parce qu'en effet, on le constate par exemple en Afrique, tout l'argent qui peut être déversé en dons, en coopération, etc., est immédiatement bouffé par les dépenses courantes. Il ne peut pas y avoir d'investissement, il ne peut pas y avoir de palier de progression dans l'ordre écologique, mais dans l'ordre économique. C'est pas du tout ma tasse de thé. Je ne suis pas du tout ni pour la coopération, ni pour ce qu'on appelle le développement. Étant un lecteur attentif de Serge Latouche, je sais que ce qu'on appelle le développement dans les milieux tiers-mondistes, dans les milieux de la Banque mondiale, du FMI, des ONG, etc., de la Croix-Rouge ou de tout ce que vous voudrez, c'est une logique fausse parce que c'est une logique qui confond pauvreté et misère. La pauvreté, c'est lorsqu'on n'a rien d'autre que le nécessaire, et la misère, c'est quand le nécessaire fait défaut. Or, l'idée de développement ne fait pas de nuance entre les deux. Le développement, c'est simplement la logique de poser un barème de niveau de vie. Et dire, pour avoir un bon niveau de vie, il faut en gros vivre selon les standards de telle ou telle zone géographique. Alors, par exemple, on prendra la France. On dira, voilà, il faut que toute l'Afrique rejoigne la France quant à son niveau de vie. Sauf que ce n'est pas possible parce que la Terre ne permet pas ce niveau de vie à 7 milliards d'humains. Si on vivait selon le modèle français, il faudrait 7 planètes pour subvenir à nos besoins. Si on vivait selon le modèle américain, il en faudrait, je ne sais plus si c'est 13 ou 20. Voilà. Planètes. Et on n'en a qu'une. C'est toute l'idée de toute l'idée centrale de l'école de la décroissance, qui consiste à dire on ne peut pas jouir de ressources illimitées dans un monde limité. Bon, c'est une réalité absolument irréfragable. On ne peut pas échapper à ce fait, à ce mur du réel qui veut qu'on ne peut pas tirer plus de ressources qu'il n'y en a disponibles. Bon, ça on est d'accord. Mais enfin, donc on constate, c'est vrai, que les naissances nombreuses dans les milieux pauvres, finalement, produit une sorte de malédiction, si vous voulez, qui empêche les pauvres de se hisser à un niveau de vie supérieur. Et c'est là que se loge toute la question. Mais faut-il vivre selon tel ou tel niveau de vie ? Est-ce que c'est un objectif ? Je ne crois pas. Je vous ai dit tout à l'heure, la pauvreté, c'est lorsqu'on n'a que le nécessaire. Eh bien, la pauvreté, et dans certaines voies spirituelles, dans de très nombreuses voies spirituelles, que ce soit d'ailleurs le bouddhisme, l'islam, le christianisme, l'homme pauvre, l'homme sobre, est chargé favorablement, positivement, et vu favorablement par ces écoles spirituelles, ces écoles religieuses, ces écoles philosophiques, qui ne sont pas entièrement déconnectées, là aussi, je dirais, de la philosophie naturelle, de ce qu'on appelait la droite raison. Bon. La droite raison, en effet, chez Aristote, on retrouve absolument les mêmes leçons quant à l'économie, l'économie au sens être économe, ne pas dépenser plus que nécessaire, la prodigalité n'est pas une vertu, vous voyez. La générosité en est une, mais la prodigalité non. La prodigalité, c'est lorsqu'on dépense ses biens, lorsqu'on dilapide ses biens. La générosité, c'est lorsque l'on use de ses biens pour le bien d'autrui. Vous voyez, c'est pas la même chose. Et tout ça, évidemment, a occupé la philosophie morale jusqu'à nos jours. Pour ceux qui se sont intéressés à ça, en particulier pendant le grand siècle français, les écrits sont très nombreux, très riches à ce sujet. Voilà. Toutes les grandes philosophies de ce monde ont chargé favorablement la pauvreté, la sobriété. Or, on ne voit pas pourquoi on aurait changé de paradigme, sinon sous l'effet justement des Lumières, de la philosophie libérale et plus largement maintenant des injonctions du marché, du capitalisme. Donc, le développement, c'est aussi considérer que l'humanité est une,
Et donc, il y aurait un modèle d'organisation économique et sociale à imposer à tous, alors que l'humanité est diverse. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans tous les programmes du FMI, de la Banque mondiale, qui sont un petit peu l'aile droit et l'aile gauche, si vous voulez, du mondialisme. Hein. Il y a la Banque mondiale, c'est un petit peu le côté sécurité sociale, nounou, assistante sociale. Et puis le FMI, c'est plus le côté banquier et huissier quoi, du système mondialiste. Mais pour revenir à Malthus, donc Malthus, constatant que pour l'élévation du niveau de vie, qui encore une fois, je le répète, n'est pas un objectif qui s'impose de soi, qui va de soi, mais enfin, le niveau de vie ne peut pas progresser si on, entre guillemets, plombe sa capacité à progresser dans l'accumulation de biens par une génération nombreuse. Si on a de nombreux enfants, finalement, on les condamne à perpétuer le mode de vie qui a été le sien et qui la plupart du temps dans les classes laborieuses et pauvres est un mode de vie sobre, frugal. Voilà. Malthus est parti de cette idée, de ce constat économique pour dire, eh bien, pour éradiquer la misère, il faut éradiquer les miséreux. Et évidemment, Malthus n'était pas un assassin, donc il ne prenait pas l'avortement in utero, ni le génocide, il prenait simplement le contrôle des naissances. Or, on voit que là aussi, dans tout un courant environnemental, dans de nombreux courants environnementalistes, il y a cette présence d'un malthusianisme qui ne s'affirme le plus souvent pas franchement, encore que ça arrive. Je pense par exemple à quelqu'un comme Yves Cochet, qui est une personne très intéressante dans le monde de l'environnementalisme, enfin de l'écologie politique vert, enfin étiquetée vert, Europe Écologie Les Verts. Encore que Yves Cochet était un petit peu marginal dans sa famille politique, mais enfin, dans cette famille politique, Yves Cochet a écrit par exemple sur le pic du pétrole, des choses de ce genre. Donc quelqu'un plutôt de plus curieux, de plus réaliste, de plus au fait des réalités, tout simplement. Il a écrit à ce sujet, mais malgré tout, il est un promoteur d'un certain malthusianisme. Il n'est pas le seul. Un auteur français dont le nom m'échappe maintenant a écrit un livre sur, en gros, c'était à peu près le titre, c'était Vive la mort, quoi. Enfin, en gros, il encourageait les gens, sinon au suicide, en tout cas à la stérilité, pour sauver la planète et pour préserver l'environnement. Oui, c'est à tel point qu'il y a un mouvement féministe qui s'engage à ne pas avoir d'enfants et qui encourage d'arrêter de procréer, qui s'appelle GINK, G-I-N-K, donc pour Green Inclination, No Kids, Voilà. donc inclination verte, pas d'enfants. Tout à fait. C'est un acronyme un peu comme les anglo-saxons les affectionnent. En effet, inclination verte, pas d'enfants. Comme on dit double income, no kids, hein, deux revenus, pas d'enfants. Dans cette logique, on voit bien l'éthique bourgeoise qui est au fond de tout ça. En fait, il s'agit finalement d'être des égoïstes et de se dire, on va pas faire... Alors, sous le couvert d'une très très grande générosité avec ses enfants, à ne pas venir. Puisque on les protège par avance d'un monde affreux en se réservant d'en jouir tout seul. C'est aussi très égoïste dans le sens où il n'y a pas de logique de transmission. Hein. Être parent, c'est surtout s'occuper d'un nouveau membre du club, des vivants, si vous voulez. Hein. Il y a un nouvel invité, et ben, être père de famille, être mère de famille, c'est ça, c'est la vie vous donne en charge un nouvel arrivant, dont pour lequel vous avez mission de l'inclure dans le club, hein, de le faire prospérer dans ce monde. C'est ça la mission de parents. Ça se résume à peu près à ça. Et là, non, eux, ils disent, nous, on ne fait pas. Nous, on jouit des prestations du club, mais on ne s'occupe de aucun nouveau. On n'accueille plus de nouveaux, on ferme la porte derrière soi. Voilà, c'est en ça que ça consiste. Et évidemment, tout ça sous, encore une fois, des dehors tout à fait généreux, altruiste parce que on se dit ce serait très égoïste d'avoir un enfant qui va lui aussi consommer autant que moi. Moi, je n'ai pas choisi de venir, mais je vais rester. Par contre, je n'invite plus personne de ma famille, donc je serai le dernier, finalement, le dernier homme. Hein. Là, il y a quelque chose quand même de très très nihiliste, de profondément nihiliste. Et on laisse ça aussi. Là, il y a une culpabilisation, vous voyez. Ça rentre dans les logiques de culpabilisation dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire il faut que les gens du tiers-monde, eux aussi, aient leur tour. Donc finalement, on va leur laisser des ressources, comme si, encore une fois, les ressources étaient disponibles dans un ensemble où chacun venait puiser individuellement. Mais il n'en est rien, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis surtout, là encore, on voit qu'il y a une vision
de la nature qui est complètement perverse. C'est voir la nature comme si c'était un stock de ressources disponibles. Mais la nature n'est pas un stock de ressources disponibles qu'il faut gérer, administrer, étaler dans le temps. Pas du tout. La nature est le lieu dans lequel nous vivons, et auquel nous participons. Parce que si je ne suis pas deep ecology et que je me méfie des aspects très panthéistes de toutes ces logiques, nous faisons quand même partie de cet ensemble et nous en occupons certes nous occupons la place centrale, mais nous occupons une place éminente même. Mais nous ne sommes pas seuls, et si il est vrai que nous avons la possibilité de jouir de cette nature, nous avons surtout le devoir de la préserver. Je vous disais tout à l'heure, Julien, notre métier c'est jardinier, nous sommes là, on nous a donné la nature, le monde en dépôt, et nous devons le rendre plus beau, plus riche, et plus chatoyant encore qu'il nous a été donné. Vous voyez, c'est mal parti là. Voilà pour ce qui était du malthusianisme. Le malthusianisme, en fait, innerve de très nombreux courants environnementalistes, de très nombreux courants écologiques, et c'est véritablement une des contradictions principales et un des principaux dangers, sinon le principal danger au plan politique de ces mouvements. Parce qu'ils ont tendance à considérer que nous sommes trop nombreux. Et la question, c'est de se poser la question, qui décide qui aura le droit de se reproduire? Qui décidera de qui aura le droit de se reproduire? Or, si nous voyons par ailleurs le développement des logiques socialistes et mondialistes, vous voyez bien le risque que ce soit un gouvernement mondial qui, d'une certaine manière, un peu comme en Chine populaire aujourd'hui, délivre des droits de tirage, si vous voulez, des droits à faire des enfants. Et si on s'affranchit de cette obligation de ne pas faire d'enfants, ou de n'en faire qu'un, comme c'est le cas aujourd'hui en Chine populaire avec la politique de l'enfant unique, eh bien si on s'affranchit de cela, quelle sera la sanction? Et de quel droit on nous prive de ce droit absolument fondamental de donner la vie? Voilà. Donc le malthusianisme, c'est sans doute au plan politique, avec des implications spirituelles très, très profondes, des ramifications spirituelles très profondes, le principal péril, la principale contradiction à combattre. Il faut que nos camarades identifient le malthusianisme comme un de nos ennemis prioritaires. En réponse aux différentes réserves critiques et autres des malthusiens qui disent la Terre, en gros, ne peut pas supporter la population qu'elle porte aujourd'hui, en particulier en faisant des distinctions d'ordre racial, en disant il y a une explosion démographique de l'Afrique, il y a une explosion démographique du monde arabe, etc. Je mets en garde nos camarades qui auraient ce genre de réflexe. Ceci, d'abord, nous sommes tous différents. C'est vrai qu'il y a des races humaines, des familles humaines qui sont différentes, des lignées qui sont différentes et qui doivent chacune vivre sur leur terre. On voit bien le lien là avec le problème migratoire, parce que plus je dirais la bassine enfle, et plus elle se déversera en Europe. Hein. Je vois bien la préoccupation que ça peut susciter. Mais sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, la Terre est totalement sous-exploitée. Totalement sous-exploitée. C'est-à-dire que les humains vivent sur les bords des côtes, et c'est tout. Avec les techniques, notre savoir-faire, et je dirais aussi l'envie de le faire, on pourrait mettre en culture, mettre en ordre d'autres zones qu'on pourrait rendre habitables. Je pense, par exemple, au voyage de Bernanos, quand ils se rend au Brésil pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant son exil. Vous pourrez lire ça d'ailleurs dans un ouvrage de Sébastien Lapa qui s'appelle Bernanos, encore une fois, je crois. Bernanos au Brésil, pardon. Bernanos au Brésil, chez Bartilla. Que voit Bernanos? Il voit une nature sauvage, il voit la jungle. Et il se dit qu'ici, on pourrait faire une petite France. Enfin, une petite France pour commencer, parce qu'en fait, le Brésil, c'est grand comme, je sais pas, 3, 4, 7 fois la France, je sais pas. J'ai jamais fait la comparaison, mais voyez la capacité. Alors, il ne s'agit pas de faire la déforestation de toute l'Amazonie, je ne parle pas de ça. Je suis moi aussi très attaché à la diversité des espèces animales, végétales et aux réservoirs que constitue aujourd'hui l'Amazonie. Mais enfin, l'Amazonie aujourd'hui, c'est soit un parking fait par les grandes compagnies forestières, soit de la jungle primaire. On peut peut-être trouver à entretenir les espèces, les cultiver, déjà les répertorier, enfin mettre tout ça en ordre et les faire fructifier. Aujourd'hui, on n'exploite presque rien des richesses de l'Amazonie, je veux dire même sur le plan pharmacologique, etc. Donc on ne connaît rien de tout cela. Il faut étudier, il faut prendre le temps d'étudier, de mettre en ordre, de mettre en culture, ne pas laisser tout ça en jachère. Donc il y a de la place pour tous les hommes, pas à l'infini, je vous le disais tout à l'heure, la Terre n'est pas infinie, mais on est très très loin du compte. Regardez encore une fois une carte de la population mondiale et vous verrez
toutes les zones qui pourraient être mises en culture. Donc, Monsieur K, on a brassé déjà énormément de thèmes, de sujets, de positions et de partis pris, parce que ce sont des sujets qui font débat, justement. Quel est un peu l'état du débat là-dessus? Alors, l'état du débat en France, je signalerai quelques noms, quelques outils, quelques revues. D'abord, il y a un monsieur qui s'appelle Larmina, qui plutôt a un profil catho-libéral, catho de droite libérale, qui intervient beaucoup dans les milieux catho pour mettre en garde contre les périls de l'écologie, un peu comme je le fais aujourd'hui. Par exemple, je crois qu'il a raison sur la question du climat. Il s'affirme climato-sceptique. Il montre d'ailleurs avec beaucoup de raison les failles, les problématiques, les contradictions qui sont d'ailleurs totalement passées sous silence, ou presque, par les grands médias, de cette intoxication du changement climatique. Je fais d'ailleurs remarquer que cette expression changement climatique n'est satisfaisante ni dans un sens ni dans l'autre. Je veux dire par là qu'elle est fausse quant à ses présupposés, elle est fausse quant à ses conclusions, parce qu'elle nous amène là aussi vers le socialisme, mondialisme, malthusianisme. Et puis, surtout, elle est totalement insatisfaisante sur le plan du bilan, parce qu'on parle de changement climatique pour ne pas parler de dérèglement climatique, s'il y en a un. Et le dérèglement climatique existe certainement, mais à une échelle réduite. C'est-à-dire que ce sont les climats locaux qui sont perturbés par des pollutions locales, comme on l'a vu par exemple cette année avec les pollutions venues d'Allemagne, qui ont totalement pollué l'Île-de-France. Et c'est à ces pollutions-là qu'il faut s'attaquer, et pas au CO2. Le CO2, que je sache, est un des produits absolument fondamentaux de la vie. Or, on est en train de mettre hors la loi la respiration, si vous voulez. En mettant le CO2 en accusation, la respiration humaine ou la respiration des plantes, d'ailleurs, parce que je rappelle que les plantes produisent du CO2 la nuit, sont mises en accusation en fait de polluer la planète. Or le CO2, il me semble aussi que c'est un des éléments fondamentaux enfin le carbone en tout cas est un des éléments fondamentaux je dirais de la brique fondamentale de la vie humaine et de la vie animale et de la vie tout court. Donc il a raison sur beaucoup de points, ce Larmina, mais par ailleurs il tire argument de ses premières démonstrations, si vous voulez, pour discréditer l'ensemble de la démarche écologique. Et là je pense qu'il se trompe, je pense qu'il a tort. Et d'autres, je dirais, catholiques font un travail tout à fait parallèle et en opposition à ce qu'il fait. Ce sont les gens groupés autour de la revue Limite, ce sont pour la plupart d'entre eux des amis que je connais bien, par exemple Jacques de Guilbon, ou encore Fabrice Adjadj, et puis d'autres que je connais pas, mais qui m'ont l'air tout à fait prometteurs, comme Eugénie Bastier. D'ailleurs, je signale pour l'anecdote que Eugénie Bastier et Jacques de Guilbon font l'objet de la caricature, de la petite bande dessinée caricaturale dans le dernier numéro de la Décroissance, où on se moque copieusement d'eux comme étant d'affreux réactionnaires et nostalgiques du Moyen-Âge, en particulier Guilbon, qui est présenté sous le nom de Jacques de Gros-Braquemar dans cette BD. C'est pas très charitable pour lui. Ça m'étonne d'ailleurs parce que je crois que Guilbon avait plutôt d'assez bonnes relations avec certains membres de la rédaction de la Décroissance. Donc là, il y a des parallèles aussi qui se tracent, il y a des convergences qui se sont faites entre la revue Limite, qui est à la fois combat sur la question anthropologique contre, on va dire, le transhumanisme, pour faire simple, contre le mariage pour tous et tous les projets transhumains qui sont de l'autre, enfin paradoxalement très encouragés par l'Europe Écologie Les Verts, qui sont très favorables aux OGM, pour une partie d'entre eux, et ceux qui sont défavorables aux OGM sont par contre très favorables à la GPA. Vous voyez, donc c'est non à la manipulation des plantes, mais oui à la manipulation des humains. Donc voilà, donc là il y a une logique chez Limite qui consiste en gros à décourager les projets, on va dire, de toucher au vivant, que ce soit végétal ou humain, et en même temps des logiques antilibérales, anticapitalistes encore, que ce soit parfois un peu timoré sur ce terrain, et qui travaillent dans le sillage de ce qui avait déjà été fait, évidemment, par la revue immédiatement, et puis par tous les apports, je dirais, de la jeune droite de ces dernières années, autour de groupes comme Dextra, la revue Le Lys Noir, le blog, évidemment, Orage d'Acier, et puis aussi certaines sorties des identitaires sur la question environnementale, les travaux de Laurent Ozon. Enfin voilà, il y a toute une galaxie, si vous voulez, qui se réclame de la pensée conservatrice, ou de la pensée religieuse qui a travaillé ces 10-15 dernières années, à laquelle je me flatte d'appartenir d'ailleurs, parce que j'ai écrit un des premiers articles il y a plus d'une dizaine d'années sur le blog à l'époque de l'Action française étudiante, où je traitais de ces sujets.
déjà, et en particulier de la décroissance, où d'ailleurs la décroissance signalait à l'époque, comme elle le refait d'ailleurs dans ce numéro, je dirais l'avance considérable qu'ont les militants de la Révolution conservatrice, les militants des milieux néo-réactionnaires, les militants de la droite authentique, sur la question de l'écologie. Donc les environnementalistes, les écologistes de gauche nous reconnaissent une avance théorique en sachant que nos maîtres sont les précurseurs de matière d'écologie, hein, que ce soit Charles Maurras, Charbonneau, le père de l'écologie, était un non-conformiste des années 30, ainsi que Jacques Ellul, qui était le correspondant à Bordeaux, où il a passé toute sa vie, il a refusé de quitter cette merveilleuse ville, toute sa vie, donc il était présent là-bas, et il était, dans les années 30, le correspondant de diverses revues non-conformistes des années 30, dont, bien sûr, l'Ordre Nouveau. L'Ordre Nouveau, à ne pas confondre avec le groupuscule Ordre Nouveau. Voilà, l'état du débat est là. Il y a ce courant autour de limites qui est en train de se structurer, qui d'ailleurs voisine avec les néoconservateurs de Causeur, parce qu'on retrouve des plumes communes. Je pense aussi à des figures comme Falvan Gaver ou Axel Rockvam, ou Marianne Durano, qui a écrit avec Axel Rockvam, le patron des Veilleurs, un livre qui s'appelle Nos Limites, et qui collabore eux aussi à la revue Limites, qui est cette revue donc, dont je vous disais qu'elle est à la fois confessionnelle, décroissante et contre les manipulations génétiques et le transhumanisme. Pour ce qui est de des orientations qu'on peut proposer à nos auditeurs, à nos militants, à nos camarades, elles sont les suivantes, elles sont très simples, elles ont été tracées, je vous le dis, il y a déjà une quinzaine d'années, dans ces premiers articles, dans ces premières conférences que je donnais et que, avec d'autres, on a continué d'approfondir autour de l'équipe d'Orage d'Acier. À l'époque, j'avais parlé d'écologie intégrale en faisant un décalque de l'expression de Maurras, nationalisme intégral. J'avais remarqué évidemment que notre famille politique était très sous-représentée sur la question écologique, alors même que nous étions une des seules organisations politiques, un des seuls mouvements politiques à avoir une identité. Notre symbole, c'était un élément organique, une fleur, la fleur de lys, la fleur de France. Et sur cette logique organique, qui est évidemment un des grands principes de la politique naturelle de Maurras, des enseignements de la philosophie politique d'Aristote, de Thomas d'Aquin et de toute la philosophie classique aristotélicienne de Julien Freund jusqu'à Marcel de Corte, tous les auteurs que nous travaillions étaient des auteurs organicistes. Et notre organicisme devait déboucher sur des productions originales en matière d'écologie, avec des mises à jour sur les enjeux d'aujourd'hui. La résurrection et la mise à jour aussi de tout ce qui nous a été transmis, encore une fois, par les non-conformistes des années 30, par les fédéralistes des années 50, toutes choses que nous avons travaillées dans le cadre du Cercle Jacques Bainville à l'époque, et qui a donné lieu à divers lieux de publication. À l'époque, c'était parfois sur des blogs, des visus, la revue L'Inquiétude, et des émissions de radio nombreuses aussi, sur les antennes de Radio Courtoisie à l'époque, parce que les médias étaient moins nombreux, et puis dans tout un ensemble de titres de la presse amie, que ce soit Mondévy ou d'autres. Et évidemment, dans les pages de l'Action française, vous retrouverez aussi ces choses-là, dans la presse étudiante que nous animions, bien évidemment. Nous voulions une écologie intégrale, décalquée du nationalisme intégral de Maurras. Ça voulait dire une écologie qui prenne en considération tous les aspects de la vie humaine, à commencer par la vie intérieure. Donc c'était une lutte contre la pornographie, contre la publicité, contre l'affichage sauvage, contre le bruit, hein, rappelant la fameuse phrase de Bernanos, la vie moderne est une conspiration permanente contre toute forme de vie intérieure. Hein, donc la vie intérieure, le silence, donc une lutte contre les pollutions sonores, les pollutions atmosphériques, évidemment, je dirais lumineuses, qui nous empêchent de voir les étoiles la nuit. Et ça a l'air de rien, mais il y a beaucoup de gens qui en souffrent, parce qu'il y a beaucoup d'astronomes amateurs en France et en Europe. C'était aussi évidemment une écologie qui voulait s'intéresser à l'écologie féminine, l'écologie intérieure du corps de la femme, donc une lutte contre le Big Pharma et, je dirais, les politiques malthusiennes à la racine, que sont la pilule contraceptive et abortive, hein, je rappelle, puisqu'il y a dans la pilule contraceptive des produits abortifs. Contre l'avortement, parce que c'est un être vivant. Monsieur K, vous nous parliez en première partie d'émission du projet Gaïa. On peut peut-être revenir un peu là-dessus ? Oui, pour terminer, on terminera là-dessus. Le projet Gaïa, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée que la Terre est une entité en soi. On lui a donné ce nom de Gaïa, qui est le nom de la déesse Terre dans la mythologie grecque
qui consiste justement à voir la Terre comme une entité holistique, comme un tout, comme une sorte de personne morale, si vous voulez, qui serait l'objet central à préserver dans les logiques écologiques. Or, ce projet Gaïa pose un immense problème d'ordre théorique là aussi, puisque il est évidemment non anthropocentrique. Il met de côté les hommes, parfois même parfois les intègre dans l'ensemble de la réflexion, parfois les exclut et les voit comme le principal adversaire finalement du projet Gaïa, comme une espèce de cancer de la Terre. Ce qui malheureusement est trop souvent vrai. Hein, là encore, il y a une idée légitime à l'origine, mais qui devient folle, si vous voulez. Oui, il y a les hommes posent des problèmes environnementaux considérables, les activités humaines posent des problèmes environnementaux considérables, mais d'abord aux hommes eux-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les pollutions ont d'abord un impact sur la santé humaine. Et les pollutions d'origine humaine ont un impact sur la santé humaine et sur l'environnement dont ils ont la charge, je vous en ai longuement parlé. Voilà, le projet Gaïa consiste en fait en un projet New Age, donc ce grand mouvement néo-spiritualiste qui a été dénoncé à raison par des auteurs qui par ailleurs posent d'autres problèmes, mais enfin aussi bien par René Guénon que Julius Evola par exemple, et par l'ensemble aussi de la sphère chrétienne qui y voit un péril spirituel de premier ordre. C'est une espèce de néopaganisme qui fait de la Terre une déesse. Hein, on revient à cette idée antique de la permanence du monde, l'éternité du monde, qu'on trouve d'ailleurs chez Aristote, peut-être une des seules fautes philosophiques qu'il ait jamais commises, cette idée que le monde est éternel et d'une certaine façon aussi qu'il est parfait et que donc on attribue frauduleusement à la Terre des qualités divines. Et ce projet Gaïa, même s'il peut être pour certains un motif d'engagement écologique, constitue un péril considérable parce que ce projet Gaïa s'insère de plein pied dans un projet qu'on peut qualifier d'antéchristique. En ce sens que cette nouvelle spiritualité, ce néo-spiritualisme, que ce soit les écoles théosophiques, ariosophiques, anthroposophiques et autres, qui se développe en fait dans ce grand courant, lui-même traversé de nombreuses chapelles, de nombreux courants, promeut en fait une vision du monde, une vision de la nature, une vision de l'homme qui est totalement faussée et qui en fait ressuscite les pires superstitions des religions païennes, en particulier de l'hindouisme, qui sont des véritables prisons spirituelles et qui préparent la voie à l'instauration de la véritable religion luciférienne, qui est la religion de l'Antéchrist. Voilà. Pour plus de documentation, je peux vous renvoyer en particulier aux travaux du père Séraphin Rose, qui a écrit un important ouvrage qui s'appelle La religion du futur, où il décrit ces courants et la manière dont ils convergent vers la révélation de l'Antéchrist. Vous pouvez trouver des choses tout à fait semblables, tout à fait parallèles dans les travaux du père Verlinde, qui lui est un prêtre catholique, qui a été longtemps hindouiste, et qui met en garde aussi contre le New Age, les pratiques du yoga, du zen et autres qui peuvent être intéressantes par ailleurs, mais qui, prises comme un ensemble de voies, si vous voulez, de chemins, mènent insensiblement vers je dirais, le courant souterrain luciférien, néo-magicien de type Wicca, donc cette internationale des sorcières qui se réclame du paganisme frauduleusement à mon avis, mais enfin toute cette néo-spiritualité finalement prépare aplanit les voies de la religion de l'Antéchrist. Ici je ne peux donner que des orientations, que des pistes. Je ne veux pas non plus trop imposer mon point de vue à ce sujet. Je sais qu'il y a des nuances au sujet de certaines pratiques spirituelles comme le yoga ou le zen ou autres qui, encore une fois, peuvent avoir des aspects tout à fait passionnants, intéressants et enrichissants. Mais malgré tout, je veux mettre en garde sur ce péril absolument majeur que constituerait la participation, même passive, à un courant spirituel qui favorise les voies de l'adversaire avec un grand A, les voies de l'ennemi, les voies de l'antéchrist, qui, on le voit bien, cherchent à recruter pour, je dirais, la bataille finale, la bataille décisive pour parodier le général Giap, pour parodier Clausewitz. Voilà, donc ça ne peut être que des pistes. Je ne veux pas trop m'apesantir sur cet aspect, mais je voudrais quand même alerter et que chacun puisse faire son enquête de son côté
et voir les nombreux pièges qui nous sont tendus sur ce terrain par le biais de l'écologie qui nous mène là encore insensiblement vers cette religion du futur, cette religion antéchristique. Voilà, chers amis, cher Julien, merci. Le temps va nous manquer, donc je vous salue, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Fréquence Orage d'Acier. Et n'oublie pas, si c'est ton premier soir, tu dois combattre.